vraiment prévoir qu'il y avait des listes Voilà. nécessaires. On va Voilà. enchaîner donc sur les pensions avec Jean Hendrix et Bon, Pierre bah, de c'était Volder. clair. Merci. Merci. Oui, alors bonjour à tous. Donc, je suis ici Pierre de Volder, professeur d'actuariat avec mon collègue Jean Hendrix, professeur d'économie. Donc, nous allons vous parler un peu d'un sujet qui n'est pas directement lié au Covid, mais qui est tout à fait lié au post-Covid, dans le sens que la réforme des pensions a été quelque peu mise au frigo ces derniers mois et, comme vous avez sans doute pu le voir dans la presse, réapparaît comme un sujet persistant et toujours bien présent en ce qui concerne le monde politique. Et donc, nous allons essayer, dans cette brève présentation, de vous présenter quelques défis qui tournent autour de cette réforme, tout en indiquant un petit peu les plus-values que nous essayons au sein du LIDAM d'apporter en termes sociétal. Voilà, je laisse la parole à mon collègue Jean Hendrix pour le début de cette présentation. Oui, donc nous allons essayer d'être assez bref pour laisser le temps de parole à notre invité d'exception, la ministre Wilmès. Donc, on va essayer d'insister sur 4 grands points. Le dossier qui concerne la gestion des fins de carrière. Bon, vous remarquerez que ce dossier est directement lié à l'intervention de notre collègue Bruno van der Linden, qui a beaucoup discuté des problèmes d'appariement et de pénurie sur le marché du travail. Le deuxième concerne la question de l'architecture de notre système de pension. Le troisième point concerne l'équité dans la répartition de l'effort. On parle souvent des coûts du vieillissement, c'est parfois mal perçu, mais il y a clairement un effort important et considérable qui devra être opéré sur les années qui viennent, et la question se pose de comment répartir cet effort. Et le quatrième point et dernier point concernera le deuxième pilier, qui est un sujet de discussion importante dans le dossier actuel sur la réforme des pensions. Alors, je vais commencer par le premier point, la gestion des fins de carrière. Donc, j'ai pour habitude de dire souvent que le système de pension n'est rien d'autre que le reflet de notre marché du travail et que les inégalités que l'on retrouve sur notre marché du travail se répercutent comme un miroir sur notre système de pension. Le gouvernement actuel a beaucoup mis en exergue, notamment dans sa déclaration gouvernementale, l'objectif d'atteindre un taux d'emploi de 80%. Je voudrais juste mettre en perspective cette question du taux d'emploi de 80% pour d'abord faire remarquer que ce taux d'emploi de 80% est déjà d'actualité chez nos voisins, aux Pays-Bas, donc en 2020. On a aujourd'hui un taux d'emploi qui est de 80%. La manière dont ce taux d'emploi est mesuré, c'est simplement le fait qu'une personne, durant la semaine pour laquelle elle est interrogée, a travaillé au moins 1 heure durant cette semaine. Donc, c'est vraiment, je dirais, une définition minimaliste de l'emploi qui ne tient pas vraiment compte de l'intensité, c'est-à-dire du volume d'heures durant lequel vous êtes occupé. Alors, comme notre collègue Bruno van der Linden l'a fait mentionner, il s'est fait que le volume d'heures de travail a été une des principales variables d'ajustement face à la crise Covid en Belgique et que le volume d'emploi a été très peu affecté. Donc, on a principalement réduit le volume d'heures de travail plutôt que de réduire l'emploi. Et ça, c'est une bonne chose. Tout le monde considère que c'est une bonne manière de procéder. Donc, ce qu'on voudrait montrer sur ce graphique très simple, c'est une photographie aujourd'hui en 2020 entre 2 modèles. Le modèle belge, qui est un modèle où on utilise intensivement un petit nombre de travailleurs, donc on a un taux d'emploi de 70%, mais avec une intensité d'utilisation de ces travailleurs à un taux de 85%. À l'inverse, pour les Pays-Bas, on a un taux d'emploi plus important, plus de personnes sont au travail, 10% en plus. On a donc ce taux d'emploi de 80%, mais avec une plus faible intensité d'emploi. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Aux Pays-Bas, on a la moitié des travailleurs qui sont à temps partiel, contrairement à la Belgique, où on a seulement un quart des travailleurs qui sont à temps partiel. Et donc ici, s'ouvre une possibilité de réfléchir sur les 2 dimensions, pas seulement le taux d'emploi, mais aussi l'intensité de cet emploi. Donc, nous voudrons ouvrir cette discussion-là sur cette double dimension pour discuter de la question de l'emploi. Vous remarquerez que si je combine les deux, j'obtiens un volume d'emploi en équivalent temps plein qui est équivalent de 60% par rapport à une référence qui serait un taux d'emploi de 100% avec une intensité de 100%. Et donc, on a un taux d'utilisation globale de la force de travail de 60% aux Pays-Bas, tout comme en Belgique. La seule différence, c'est dans l'intensité d'utilisation des travailleurs. Alors, ceci m'amène au deuxième point. Ce point concerne les fins de carrière.
nous voudrions insister sur la chose suivante. Donc, le dossier des fins de carrière est un dossier qui va être beaucoup discuté, notamment entre le ministre de l'Emploi et le ministre des Pensions, et la ministre des Pensions, pardon. Et l'enjeu ici, c'est de relever les taux d'emploi. Généralement, on fait la confusion, on a l'impression que les gens passent de l'emploi directement à la pension. Et donc, ce que l'on regarde, c'est quel est l'âge moyen de départ à la pension. On observe qu'aujourd'hui, c'est de l'ordre de 63%. On se dit que ça a augmenté par rapport aux années précédentes, donc tout va mieux. Mais on oublie qu'en fait, seulement 25% des travailleurs globalement, sur base de l'échantillon ici tiré d'une base de données de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, pour une cohorte de gens entre 50 et 65 ans qui ont pris leur pension entre 2003 et 2017. Ça ne concerne que les salariés, mais nous avons ici 250 000 salariés différents. Ce que l'on constate, c'est seulement un quart de ces salariés transitent directement de l'emploi vers la pension. 3/4, hommes et femmes confondus, 3/4 passent par des formules transitoires qu'on appelle les fins de carrière. Alors, ces formules transitoires, ce qui est intéressant à voir sur ce graphique-ci, vous avez sur l'axe horizontal, donc le panneau de gauche, les hommes, le panneau de droite, les femmes, c'est qu'il y a une hétérogénéité d'abord entre hommes et femmes. Si vous prenez avant 60 ans, donc sur l'axe horizontal, vous avez les âges de sortie du marché du travail, vous voyez que ceux qui sortent avant 60 ans du marché du travail, eh bien, ils ne sortent pas directement via l'emploi vers la pension, d'abord tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès à la pension, donc ils passent par des formules intermédiaires que sont les fins de carrière. Il peut s'agir donc ici de ce qu'on appelle les prépensions en bleu foncé, ou le chômage en orange, ou encore les invalidités en vert. Et vous constatez que chez les hommes, la principale porte de sortie ou de transit, j'ai envie de dire, entre l'emploi et la pension, eh bien, ce sont les prépensions. À droite, vous constatez que la porte de transit, la voie de transit chez les femmes est tout à fait différente. Elles n'utilisent que très peu les prépensions pour transiter vers la pension. Elles passent par le chômage. Et une des raisons qui explique cette différence, c'est que les conditions d'accès aux prépensions sont liées à des durées de carrière de 35 à 40 ans, qui sont bien évidemment trop longues pour la plupart des femmes qui ont eu des interruptions de carrière. Donc, on voit que s'attaquer à une sorte de fin de carrière, telle que par exemple les prépensions ou le chômage pour travailleurs âgés, va impacter différemment les travailleurs selon leur genre, mais aussi selon leur âge de sortie. Vous voyez qu'après 60 ans, une plus grande partie des travailleurs transitent directement du travail de l'emploi vers la pension. C'est ce qui est indiqué ici en gris. La dernière hétérogénéité que je voudrais soulever ici, c'est en fonction des niveaux de revenus. Ici, vous voyez très clairement sur ce graphique, le premier quartile, donc tout à gauche, vous avez les plus pauvres, le deuxième quintile, le troisième et le quatrième. Donc, le quatrième, ce sont les travailleurs les plus riches. Alors, le revenu est calculé sur le revenu de l'ensemble de la carrière. Qu'est-ce que vous constatez? C'est que pour les plus riches, eh bien, la transition se fait plus directement de l'emploi vers la pension, sans passer par les fins de carrière. Par contre, les fins de carrière, pour les plus pauvres, les plus bas salaires, eh bien, sont principalement utilisés chez les plus pauvres, les plus bas revenus, et via soit le chômage en orange, soit la capacité de travail. Donc, s'attaquer ou durcir les conditions d'accès, si vous voulez, au chômage ou aux incapacités de travail en fin de carrière va pénaliser ou impacter principalement les plus bas revenus. Et vous voyez que chez les femmes, une autre manière de sortir plus importante, ce sont les créditants. Ce qu'on appelle ici les carrières break. Les créditants sont plus utilisés par les femmes que par les hommes. Et donc, à nouveau, durcir les conditions d'accès ou renégocier les conditions d'accès aux créditants va principalement impacter les femmes. Voilà, ça, c'est les deux principaux enseignements que je souhaitais mettre en exergue. Merci beaucoup. Merci. On va donc reprendre la présentation donc, de Jean Hendrix et de Pierre de Volder sur les pensions. Voilà, nous sommes de retour. Vous nous entendez bien? Oui, parfait. OK, très bien. Voilà. Alors, comme Madame la ministre nous l'a indiqué, donc je vais vous sortir du frigo, si je puis dire, ce dossier sur les pensions. Donc, nous avons voulu d'abord un peu recadrer les choses. Quand on parle de réforme des pensions en Belgique, comme dans d'autres pays, on se focalise souvent sur l'aspect de soutenabilité du système. On parle souvent
la possibilité de continuer ou pas à payer les pensions dans l'avenir. Alors, il nous a semblé utile de montrer d'abord qu'une vraie réforme, ce que nous avons appelé une vraie réforme des pensions, est un problème qui doit tenir compte, bien entendu, de cet élément-là. Nous savons tous que nous sommes à la veille d'un vieillissement important de nos populations, mais il n'y a pas que ça. Et d'un point de vue communication vis-à-vis de la population, se limiter à parler de soutenabilité financière, c'est sans doute un peu caricaturer le problème et forcément ne pas en faire un thème très porteur. Alors, comme vous le voyez, nous pensons, nous, qu'il y a 4 points cardinaux importants et pour un peu imiter ou paraphraser une expression célèbre d'un homme politique français très important, c'est du « en même temps ». Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est simultanément. C'est donc, bien sûr, la soutenabilité financière du système, mais aussi l'adéquation sociale. Il ne faut jamais oublier que nos pensions, elles ont d'abord et avant tout un rôle social de prestation pour les personnes âgées, en vue de leur offrir un niveau de vie adéquat, un niveau de vie suffisant après leur retraite. Donc, il faut bien entendu veiller à garder un système de protection sociale de qualité tel que nous l'avons. C'est aussi une dimension d'équité parce que le système actuel n'est pas équitable. Le système actuel comprend de nombreuses inégalités qui sont des résultats du passé, qui sont des héritages de l'histoire, mais qui sont difficilement explicables dans le monde moderne dans lequel nous vivons. Juste peut-être 2 exemples très concrets. Notre système continue d'avoir des conditions quand même relativement différentes en fonction du statut de travail, les fonctionnaires, les salariés, les indépendants. Il y a des gestes qui ont été faits ces dernières années pour rapprocher les salariés et les indépendants, mais nous avons toujours un système qui est fortement basé sur des résultats du passé en termes de statut, alors que nous savons par ailleurs que de plus en plus de jeunes, de plus en plus de travailleurs vont passer dans leur vie à travers plusieurs statuts. Et on a donc des systèmes qui sont de ce fait-là difficilement explicables. Autre exemple d'équité, nous ne sommes pas tous égaux face à la longévité. Il y a clairement, statistiquement, une corrélation importante entre les conditions socio-économiques et la longévité. Et donc, baser des systèmes sans tenir compte de cette dimension socio-économique, eh bien, c'est aussi introduire des inégalités dans le système. Et puis, enfin, dernier axe important, c'est la lisibilité. Nos systèmes actuels sont peu légitimes, il y a peu de confiance. Toutes les enquêtes d'opinion montrent, notamment au niveau des jeunes générations, que moins de 20% des jeunes générations croient encore dans notre système et croient encore à percevoir des prestations de notre système de sécurité sociale de pension. C'est évidemment, pour reprendre les mots de Madame la ministre, très grave d'un point de vue démocratique, parce que ça veut donc dire que notre système de sécurité sociale, qui est quand même un système important, n'est plus crédible et est en perte de confiance. Et donc, une question importante, c'est que faire? Alors, au niveau de l'UC Louvain et au niveau plus spécifiquement de l'IDAM, nous avons développé une proposition concrète de transformation de nos systèmes en vue de tenir compte le mieux possible de ces 4 axes. Alors, mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous détailler exactement le système, mais juste de vous donner l'idée d'un compte pension, l'idée d'un compte qui s'accroît chaque année, que vous prenez avec vous tout au long de votre carrière et qui s'alimente chaque année un petit peu, comme au fond un compte courant, où chaque année de travail que vous faites, vous allez acquérir des droits en fonction de votre salaire, et puis les droits du passé sont revalorisés, indexés d'une façon ou d'une autre, et donc ainsi vous allez traverser votre carrière, vous allez aussi traverser votre statut avec ce compte pension. C'est une notion qui existe dans d'autres domaines, je pense notamment au compte formation, qui est aussi quelque chose qui existe dans certains pays où on accumule des droits de formation. Donc, ce système permet de manière transparente, à la fois, vous voyez à travers les 2 coefficients de calcul, je ne vais pas m'étendre aujourd'hui sur les aspects techniques, je pense que ce n'est pas le sujet, mais permet effectivement d'essayer avec les partenaires sociaux chaque année de calibrer convenablement le système en essayant de tenir compte chaque année de manière dynamique des problèmes de soutenabilité financière, mais aussi d'adéquation sociale.
C'est par exemple un système qui permet, par la logique du compte, de développer des stratégies de pension partielle, c'est-à-dire l'idée de quitter progressivement le marché du travail par une pension partielle et un salaire partiel. Et c'est aussi un système qui permet une transition relativement douce par rapport au système actuel, puisqu'aujourd'hui, bien entendu, on a des systèmes, on ne part pas de zéro, et il faut donc pouvoir intégrer ça. Donc, nous avons essayé, par ce système-là, de faire une proposition concrète au monde politique en termes d'innovation de système de retraite. Alors, l'idée ici, c'est d'essayer de simuler, en fait, en utilisant ce mécanisme, hein, c'est rien d'autre qu'un mécanisme de pension à points, qui est composé de deux paramètres de pilotage, en fait, d'équilibrage du système de pension. Ces deux paramètres, on retrouve l'indexation, qui cherche à lier d'une certaine manière la liaison des pensions à ce qu'on appelle l'évolution du bien-être ou l'évolution des salaires dans l'économie. Donc, c'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui le taux de péréquation. Et le deuxième paramètre, c'est le paramètre les taux d'acquisition, c'est-à-dire on fonctionne dans un système de fraction de carrière. Aujourd'hui, chaque année, on génère un revenu professionnel dans la mesure où on travaille. Si on est au chômage, on reçoit une allocation de chômage qui peut donner droit à générer des droits de pension, mais le taux d'acquisition détermine d'une certaine manière la liaison entre les droits de pension générés en fonction du revenu du travail. Et ce taux d'acquisition peut aussi être ajusté en fonction de la nécessité d'équilibrage du système. Et ce que l'on a voulu essayer de faire ici dans un travail en cours avec mon doctorant Arnaud Bourrin, c'est sur base des projections démographiques belges sur les 50-60 prochaines années et sur base aussi des projections de l'emploi qui vont ensemble déterminer d'une certaine manière, dans un premier temps au niveau démographique, les besoins, le nombre de pensionnés à venir, et l'emploi, c'est le nombre de contributeurs à venir, vont déterminer d'une certaine manière le besoin de financement du système. Et pour équilibrer ce système, on envisage soit d'ajuster les taux d'acquisition, c'est-à-dire la durée de carrière requise pour obtenir la pension à taux plein, ça c'est le changement du taux d'acquisition, ou d'autre part, une formule alternative, modifier le taux d'indexation, de liaison des pensions à l'évolution des salaires. Vous comprenez que si on indexe moins que l'évolution des salaires, on peut d'une certaine manière financer de cette manière une partie du coût du vieillissement. Et ce qui apparaît de ce graphique-ci, c'est qu'il y a en fait une très grande différence dans la manière d'opérer ces ajustements. Concrètement, si vous utilisez le mécanisme de l'acquisition, c'est-à-dire vous demandez d'une certaine manière aux gens de travailler plus longtemps pour une même pension, pour une pension pleine, eh bien, ce que vous avez, c'est que vous immunisez de l'effort. Sur l'axe vertical, vous avez la participation à l'effort global, la perte de taux de remplacement, eh bien, elle est nulle pour les plus de 65 ans en 2020. Et pour tous ceux qui sont en dessous de 65 ans, vous avez une perte qui va augmenter au fur et à mesure qu'ils s'éloignent, au fur et à mesure qu'ils sont jeunes, en fait, en début de carrière. Ça, c'est facile à comprendre, puisque ceux qui sont en début de carrière vont recevoir de plein fouet, d'une certaine manière, sur l'ensemble de leur carrière, cet allongement de la durée de carrière de référence. Ceux qui ne sont que sur leurs dernières années de salaire, mais ça ne va s'appliquer, cette fraction de carrière réduite ne va s'appliquer que sur les dernières années de carrière. Donc, vous voyez une très grande inégalité, en fait, dans la répartition de l'effort selon l'âge. Mais ce que vous voyez surtout aussi, c'est que si vous prenez le mécanisme alternatif de l'indexation, vous pouvez aussi équilibrer le système en réduisant les taux de revalorisation en fait, des anciens salaires et d'indexation des pensions. Mais là, vous faites participer, contrairement à l'allongement des carrières, vous faites participer aussi ceux qui sont aujourd'hui déjà à la pension, c'est-à-dire les plus de 65 ans, ce qui vous permet de réduire l'effort à supporter par les plus jeunes cohortes. Et donc, on a véritablement ici un enjeu public, en fait, de comment répartir cet effort considérable. Donc, la ministre Wilmès nous a fait parler d'un effort budgétaire de 15 milliards face à la crise de Covid. Je vous ferai remarquer que 15 milliards, c'est ce qu'on dépense en plus sur les 10 dernières années pour les pensions, et 15 milliards, c'est ce qu'on va dépenser en plus sur les 5 prochaines années pour les pensions. Donc, on est en plein dans cette vague démographique importante, ce renouvellement démographique important, où on a une vague massive de départ à la pension qui crée d'ailleurs des tensions et des pénuries sur le marché du travail, auquel Bruno van der Linden a fait référence plus tôt. Donc, il y a cette lame de fond qui est cette transition démographique très importante, un départ massif, et qu'il faut assumer. Et la question, c'est comment répartir cet effort. Ici, ce qu'on constate, c'est que si on vote sur le mode d'ajustement, bien très clairement,
75% de la population portée par ceux qui sont déjà à la pension vont préférer un système qui consiste à allonger les carrières plutôt qu'un système qui consiste à réduire l'indexation pour minimiser d'une certaine manière leur participation à l'effort. Et donc, j'ai envie de dire, il est temps d'impliquer les jeunes dans la discussion sur le débat sur les pensions. Ce débat intergénérationnel sur les pensions, nous l'avions déjà mentionné dans le rapport de la Commission de réforme des pensions, avec des clés de répartition d'efforts un peu différentes. Nous n'avons jamais eu l'occasion d'en discuter publiquement. Voilà, alors pour terminer cette présentation, un mot rapide sur le second pilier de pension. Donc, je vous rappelle qu'en matière de pension, on parle de piliers. Le premier pilier, c'est la sécurité sociale, donc les pensions légales dont nous venons de parler. Le second pilier sont les pensions complémentaires qui viennent donc s'ajouter, notamment pour les travailleurs salariés, au travers de fonds de pension ou d'assurance de groupe qui sont institués au sein des entreprises. Alors, ce deuxième pilier, qui est donc de l'épargne retraite longue, si vous voulez, jouit en Belgique, comme d'ailleurs dans tous les pays, d'un traitement fiscal et parafiscal avantageux par rapport à des salaires. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail technique des choses, mais donc retenez simplement que ces cotisations ont un traitement préférentiel par rapport à du salaire. Et donc, la question toute logique que cela pose, c'est le coût pour l'État de ce système. Et donc, récemment, deux organismes officiels, la Cour des comptes en 2020 et le Bureau fédéral du plan en 2021, ont publié un rapport visant notamment à mettre en évidence, d'une part, des inégalités importantes dans la répartition de ces avantages, et d'autre part, ont essayé de chiffrer le coût budgétaire pour l'État lié à ces avantages fiscaux. Vous voyez, on arrive à des chiffres évidemment qui peuvent sembler spectaculaires, entre 1,5 milliard et 2 milliards. Il faut savoir qu'il y a à peu près 4 milliards de contributions qui sont derrière ces chiffres, et donc on peut grosso modo considérer que le coût budgétaire qui a été mis en évidence est de l'ordre de 50% des contributions. Et donc la question, c'est évidemment, est-ce que ce chiffrage est correct, est-ce qu'il tient compte de tout? Et donc ce que nous avons essayé de faire au LIDAM, c'est de prendre en compte des choses qui nous a semblé être un petit peu non prises en compte dans ces études classiques, qui sont essentiellement d'une part que ce sont des analyses budgétaires sur un an. Alors, il est assez facile de comprendre qu'en matière de pension, les contributions qui sont payées aujourd'hui, ce ne sont pas les prestations qui sont payées aujourd'hui dans ces systèmes-là, puisque c'est de l'épargne retraite. Et donc, vous voyez qu'il peut y avoir des biais temporels très importants dans le fait de juste regarder le coût budgétaire une année. C'est un peu comme prendre la photographie fixée un instant d'un film qui se développe dans le temps. Alors, ce que nous avons essayé de faire, c'est effectivement, plutôt que de regarder une photographie, de regarder l'ensemble du film. Autrement dit, c'est d'essayer d'évaluer ça, non pas à un instant T donné, mais sur base de l'ensemble du cycle de vie des salariés. Donc, autrement dit, de regarder pour un affilié, eh bien, effectivement, d'essayer de mesurer de manière la plus correcte possible quels sont les avantages pour lui sur l'ensemble de son cycle de vie. Il va donc contribuer durant son activité. Il va donc avoir sur ses contributions des avantages et puis il sera taxé à la retraite, et on essaye donc de manière globale de mesurer sur le cycle de vie de l'individu l'importance de ces avantages. Deuxième point important, ces mesures étaient relatives juste au second pilier de manière isolée, ne tenaient pas compte d'interaction entre premier et deuxième pilier, et nous avons essayé ici également de tenir compte de cela. Je voulais juste mettre en évidence ce que nous avons appelé dans l'étude la taxe implicite, qui résulte du fait que dans notre système de sécurité sociale, et c'est un peu une chose un peu unique, je dirais, en Europe, nous avons ce qu'on appelle un plafond de pension, c'est-à-dire que les rémunérations ne rentrent pour le calcul de la pension que jusqu'à un certain niveau. C'est le cas dans la plupart des pays, mais les contributions pour payer cette pension au niveau du premier pilier de pension, elles ne sont pas plafonnées. Donc, vous voyez qu'il y a toute une partie de contributions que les salariés payent dans leur contribution sociale qui n'ouvrent aucun droit à la retraite. Donc, d'une certaine façon, on pourrait dire que l'État donne d'une main par les avantages fiscaux qu'il donne au second pilier, ce qu'il reprend en tout ou en partie de l'autre côté,
en demandant des contributions sur des morceaux de salaire qui n'entrent pas du tout en ligne de compte pour la sécurité sociale. Alors, juste pour vous donner un chiffre pour terminer, vous voyez que l'impact peut être non négligeable sur un scénario que nous avons mis en œuvre dans l'étude. Vous voyez que si le coût brut du second pilier dans notre étude sur une analyse de cycle de vie s'élève à 47% des contributions chaque année, donc ça veut dire que quand un salarié ou un employeur paye 100 € chaque année de contribution, il y a en fait un coût pour l'État derrière de 47. Okay. Si l'on tient compte par ailleurs du coût pour l'affilié, de cet impact du premier pilier, donc du fait qu'il cotise sur le premier pilier, vous voyez que cet impact est non négligeable et que son avantage, en fait, est réduit de plus de moitié. Voilà, alors pour les personnes intéressées, je vous réfère au numéro que nous publions à partir de vendredi matin en ligne dans la revue Regard économique des économistes de l'UCL. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup à vous deux. Donc, y a-t-il éventuellement des questions à ce stade de la presse pour... Moi, j'ai une question. Voilà, Bertrand. Quelle est votre position par rapport, on sait qu'en France, il y a la retraite, la réforme de la retraite par points, et on a vu ce que ça apporte, les tensions que ça a créé. On ne sait pas si elle va être passée ou si elle sera repoussée. Quelle est votre position et quel est votre projet par rapport à cette optique de retraite par points? Ok, donc c'est justement un petit peu, Bertrand, l'objectif de notre proposition, qui est voilà, de reconnaître qu'au-delà de la technique même, la matière des pensions est aussi une technique qui nécessite une communication et une explication et qui peut aussi être très anxiogène vis-à-vis de la population. Et donc, la technique des points a suscité beaucoup de controverses, beaucoup d'inquiétudes, parce qu'évidemment, on accumulait des points, et les points, c'est une monnaie virtuelle, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Les points doivent être traduits par une valeur du point. Donc, il y avait toute une mécanique intellectuelle qui fonctionnait très bien, que nous avions mis en place au sein de la commission des pensions, mais qui n'a pas passé la rampe, je dirais, de la communication publique à cause de cette impression qu'on est en train de manipuler les gens, tu vois, avec une monnaie, le point, on ne sait pas très bien dire. Donc, toute notre idée, au fond, était de se dire, au fond, il faut pouvoir donner confiance aux gens en leur disant ce qu'ils ont acquis dans le passé en euros est protégé. Bon, on avait un peu sous-estimé ce besoin de protection du passé. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est au fond un peu un système intermédiaire. On oublie les points parce que les points, ça donne une incertitude jusqu'à l'âge de la retraite. Pratiquement, il faut être retraité pour savoir la valeur du point. Ici, on dit aux gens, en cours de carrière, vous construisez progressivement une certitude. L'avenir est incertain. Ça, il faut l'accepter. Mais le passé, on vous protège. Donc, si tu veux, c'est un peu une proposition intermédiaire entre les points et les systèmes actuels qui font croire aux gens qu'on a une certitude sur l'ensemble. Si je peux ajouter un élément là-dessus, il nous a semblé que c'était l'aspect lisibilité, qui était la quatrième valeur cardinale que Pierre a mentionnée, était manquante un peu dans le système à points. Pour dire vrai, le discours syndical, c'était que les gens ne mangent pas, ne vont pas faire des courses avec des points. Donc, les gens, c'est des euros qui leur apportent. Et il n'y avait pas de garantie sur la valeur du point. Donc, les pensions pouvaient baisser concrètement. Et ici, via le taux d'indexation, un taux d'indexation qui ne peut jamais être négatif signifie qu'on ne peut pas réduire les droits de pension du passé. Et toute la question, c'est est-ce qu'on doit nécessairement lier à 100% les nouveaux droits de pension à l'évolution des salaires? Là, on a une marge de manœuvre et c'est cette marge de manœuvre-là qu'on essaie un peu d'utiliser, mais on arrive à combiner le besoin de financement sur les années à venir, étant donné le vieillissement de la population. Et il faut savoir, depuis 2020, c'est un fait inédit en Belgique et dans la plupart des pays européens, on a une baisse en termes absolus de la population en âge de travailler. Ça, c'est un élément qui est assez important, qu'on ne discute pas assez. Et pour moi, c'est un peu la perfect storm dont parlait la ministre Wilmès, dont on sous-estime les conséquences ici. Et donc ça, on a une variable, d'une certaine manière, d'ajustement, mais sans remettre en cause les droits du passé. Et c'est pour nous quelque chose qui est assez central là derrière. Voilà. Merci. Voilà, merci beaucoup. Oui. Est-ce qu'au niveau de la presse, il y a quelqu'un qui voulait intervenir? Du vif. Oui, Monsieur Denoul. On parle peu, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien.
Une chose dont on parle peu au niveau de la réforme des pensions, c'est un éventuel alignement des pensions du public sur les pensions du privé. Si cela se faisait, évidemment, il faudrait ouvrir le système de pension complémentaire au public. Alors, deux questions. Un, est-ce un tabou absolu en Belgique? Et deux, est-ce que si cela se faisait avec l'ouverture de la pension complémentaire au public, ça coûterait moins cher ou plus cher à l'État? Deux réponses à vos deux questions. Sur la première question, effectivement, donc notre objectif, le système que nous avons proposé, nous avons en esprit que ce serait le même système quel que soit le statut. Donc aujourd'hui, ce sont des statuts totalement différents, avec des comptes différents, des calculs différents. Par exemple, les fonctionnaires, la pension, comme vous le savez peut-être, est calculée sur les 15 dernières années de la carrière, alors que pour les salariés, c'est sur toute la carrière. Donc, il y a toute une série de différences qui ne sont absolument plus justifiées. Donc, effectivement, je pense que dans la déclaration gouvernementale, il y a quand même les mots de convergence entre les statuts. Donc, il faudra quand même arriver au moins à une harmonisation. Alors, harmonisation ne veut pas dire égalité. Comme vous l'avez très justement dit, prétendre que la pension des fonctionnaires devrait être exactement la même en termes de pension légale que les salariés n'est peut-être pas totalement correct, puisqu'effectivement, les fonctionnaires n'ont pas de deuxième pilier, alors que les salariés en ont un. Donc, effectivement, il y a deux stratégies qui peuvent alors se mettre en œuvre si on veut d'une certaine façon harmoniser. Soit on a le même système, mais on dit pour les fonctionnaires, les paramètres sont plus élevés dans le premier pilier parce qu'il n'y a pas de deuxième pilier. Et donc, autrement dit, c'est le même système, c'est la même logique, ce sont les mêmes correctifs, mais les paramètres sont un petit peu différents parce que finalement, que l'État capitalise ou pas, ça revient à peu près à la même chose. Ou bien, effectivement, comme vous le dites, on crée à côté d'un premier pilier un second pilier pour les fonctionnaires. On peut se poser la question de savoir si ça vaut vraiment la peine de tout changer pour arriver à ça et si ce ne serait pas plus économe et plus simple de se limiter à garder pour les fonctionnaires un seul système. Alors, votre deuxième question, qu'est-ce qui coûte le plus cher? Je dirais malheureusement, les deux systèmes aujourd'hui sont tous les deux un peu mis en difficulté puisque le moteur démographique qui est celui de la répartition, donc des premiers piliers, avec le vieillissement, il est plus qu'un moteur qui fonctionne très lentement. Et comme vous le savez, pour l'instant, le moteur de la capitalisation, avec les taux d'intérêt nuls que l'on connaît, n'est pas non plus un moteur de très grande performance. Donc aujourd'hui, je dirais, on n'est pas du tout sûr que changer vers de la capitalisation va vraiment augmenter les performances. Maintenant, c'est une stratégie qu'on pourrait suivre. Il y a des stratégies qui effectivement permettent en tout cas de rapprocher les statuts et de ne plus se laisser un peu dicter juste par l'histoire. Mais bon, c'est un sujet excessivement sensible politiquement, comme vous pouvez vous l'imaginer. Oui, je vais ajouter deux éléments. En fait, c'est effectivement une question d'actualité et c'est une question qui circule beaucoup dans l'opinion publique, évidemment, puisque maintenant, avec le site MyPension, on sait voir exactement les niveaux de pension que reçoivent un fonctionnaire statutaire, parce que ce n'est pas une chose qu'un fonctionnaire contractuel, et que reçoivent un salarié. Alors, je voudrais ajouter des éléments. La première chose, c'est qu'en fait, j'ai envie de dire, les fonctionnaires statutaires, c'est presque une espèce en voie de disparition, naturellement, puisque aujourd'hui, nous avons la majorité des fonctionnaires sont des fonctionnaires contractuels et qui relèvent donc du régime des pensions de salariés et donc qui rentrent parfaitement avec les mêmes règles, si vous voulez, de calcul de pension que n'importe quel salarié. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça coûte très cher de nommer, d'une certaine manière, un contractuel pour qu'il devienne statutaire. Les cotisations sont beaucoup plus élevées et, par exemple, regardez, tous les pouvoirs locaux ne peuvent plus se permettre, en fait, budgétairement, de le faire. Donc ça, c'est la première observation. Donc la plupart des fonctionnaires statutaires, donc ceux auxquels vous faites référence, sont des fonctionnaires déjà de plus de 50 ans qui vont partir à la pension dans les 10 prochaines années ou dans les 15 prochaines années. Et donc, changer les règles du jeu brutalement en fin de carrière, c'est quelque chose qui va rencontrer, soyons clairs, une forte opposition des syndicats. Et nous connaissons cette opposition. Lorsque nous sommes venus avec notre proposition d'une pension à points, on a rencontré le même genre d'opposition avec cette insécurité ou la remise en cause des règles du jeu en dernière minute. Donc là, il faut être très prudent, mais le discours général, c'est que l'on doit converger vers des mêmes règles
de calcul, et c'est ce qui se cache derrière finalement ce nouveau logiciel, hein, un logiciel plus moderne, plus transparent de calcul des pensions, où les règles de calcul sont communes, avec des coefficients d'harmonisation progressifs éventuels entre les différents régimes, avec une perspective de convergence dans les 10 prochaines années de l'ensemble des régimes. Et ça, c'est indispensable parce que nous avons aujourd'hui 2 affiliés sur 3 qui sont dans des carrières mixtes. Et les carrières mixtes, ça signifie qu'ils ont des règles complètement différentes d'un régime à l'autre, qui pose de grands problèmes à l'administration des pensions pour calculer en quelque sorte les droits de pension liés à ces règles parfois contradictoires. Est-ce qu'il y aurait peut-être une dernière question pour Jean-Hendrix et Pierre de Volder de la part de journalistes? Non, personne. Dernière chance, c'est le moment, c'est l'instant. OK. Eh bien, je vais vous remercier à tous pour votre présence. Un tout grand merci donc à Madame la ministre Sophie Wilmès de son temps et de sa présence lors de cette présentation. Un énorme merci également à tous les intervenants du LIDAM, la présence des journalistes et également nos 2 modérateurs ici présents. Et voilà, toute la présentation sera remise donc aux journalistes par mail dans la suite de cette présentation, ainsi que le communiqué de presse qui résume toutes les interventions de tout le monde. Un tout grand merci à tous. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Merci pour le